Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Aujourd'hui, j'accueille une invitée pour la première fois et je suis particulièrement ravie puisqu'il s'agit d'une personne sur laquelle je me retrouve beaucoup, une personne sensible. Je ne vais pas la présenter moi-même, je vais lui demander de se présenter avec ses mots. Bonjour, je suis Karine Bion, je suis aroma-olfactothérapeute. Je suis sensible, oui. Et cette sensibilité, justement, m'ont amenée, après de nombreuses années d'un travail très conventionnel, à m'ouvrir en fait à l'accompagnement, à m'ouvrir aux soins des autres, puisque en fait je vais aider chacune à venir travailler sur ses émotions ou sur son bien-être en général avec les huiles essentielles. D'accord. Pourquoi Alors, tu n'as pas parlé de ton ancien métier, mais tu étais déjà dans les odeurs. Pourquoi cet appel de l'odeur ? Ça a toujours été là ? Ça a toujours été là. Depuis ma plus tendre enfance, en fait, j'ai commencé, moi, en parfumerie et cosmétique. Et j'ai eu un parcours classique assez scientifique de biochimie. Et puis après, j'ai bifurqué sur les cosmétiques et parfumerie. J'ai travaillé longtemps en parfumerie pour former en fait à l'utilisation des cosmétiques et au parfum. Et toujours en lien avec les plantes, puisque le labo pour lequel je travaillais, en fait, travaille toujours d'ailleurs, avec les plantes et les huiles essentielles. Et quelque part, j'accompagnais d'une autre façon, mais sur l'apparence. J'accompagnais sur ce que l'on peut émettre à l'extérieur avec les odeurs, avec les soins, dans un monde quasi exclusivement féminin. Et c'est un voyage qui a changé mon cursus, ma façon de vivre et qui a redéfini aussi mon métier, puisqu'en fait je suis partie vivre à l'étranger pendant une période de ma vie où j'ai dû, pour partir à l'étranger, j'ai démissionné. Je suis partie un peu plus de 4 ans vivre à l'étranger. Et dans le pays dans lequel j'étais, en fait, j'avais pas de carte de travail, j'étais accompagnante. C'est un mot marquant, parce qu'il te donnait aucun droit, en fait. Même pas le droit d'ouvrir une ligne de téléphone, ou même pas le droit de faire quoi que ce soit, puisque voilà, j'avais pas de statut particulier, je n'étais qu'accompagnante. Et enfin bref, j'ai profité de la vie là-bas. Je ne travaillais pas, je m'occupais des enfants. Je faisais les cours en français, je faisais plein de choses en profitant vraiment de la vie. Et dans ce pays-là, qui est le Brésil, la médecine empirique est la première médecine. Il n'y a pas de système de sécu là-bas. Les médicaments se prennent à l'unité, s'achètent à l'unité. On fait attention, ça coûte très cher la médecine au Brésil. Et donc la première intention de tout le monde, c'est de se soigner déjà avec les plantes que l'on trouve à foison, qui sont vraiment très importantes. Et les plantes étaient différentes. Alors j'avais déjà une petite culture parce que je connaissais des plantes françaises, européennes, mais quelque part j'avais pas ce côté médecine à proprement parler. Et ça m'a intéressée. J'ai commencé au marché local avec plein de
les différentes fioles, les différentes plantes séchées, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça s'appelle. Alors on retrouvait certaines plantes européennes, mais il y en avait beaucoup d'autres complètement inconnues. Et ça m'a vraiment intéressée. J'ai cherché une formation là-bas que je n'ai pas trouvée. On vivait dans une petite ville à mi-chemin entre São Paulo et Rio, et voilà, il n'y avait rien en local. Et du coup, j'ai recherché sur le net s'il y avait des formations à distance, s'il y avait des choses qui pouvaient m'intéresser. Et donc, je suis tombée sur une qui est une formation dont les locaux sont basés à Marseille, qui travaille sur la phytothérapie, l'aromathérapie, qui est Hippocratus. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec eux à faire cette formation-là, donc en phytothérapie d'abord, en aromathérapie ensuite. Et en fait, ça m'a passionnée. Et je me suis dit, je vais pas en rester là. Je vais continuer. Ça m'appelle vraiment. Les odeurs, alors bien sûr, j'ai commencé avec les huiles essentielles, à diffuser dans la maison, très rapidement à créer mes cosmétiques, à créer mes huiles de massage, à faire des erreurs aussi, parce que voilà, c'est pas anodin. Les huiles essentielles, c'est loin d'être une médecine douce. Et on commence à vouloir faire des choses, et en fait très vite on est rattrapé par le non, on va pas mélanger soi-même, on va reprendre en fait ce qui a été testé, ce qui a été bien calculé, puisqu'en fait une huile essentielle c'est un mélange de composés chimiques qui viennent agir par biochimie sur notre corps, sur nos cellules. Il y a des proportions à garder, à regarder, et puis il y a des proportions à garder dans ce que l'on va établir comme soin ou comme protocole de soins. Tout est calculé. Et en fait, l'important, souvent on dit, quand on parle d'aromathérapie, l'important c'est la dose. Si on met en fait une certaine huile essentielle en quantité faible, elle va avoir une propriété. Si on la met en quantité plus forte, elle va avoir une autre propriété. Et en fonction de ce que l'on souhaite, c'est vraiment en fait la quantité d'huile essentielle que l'on va mettre dans sa synergie qui va faire l'effet que l'on souhaite au final. Et en fait, tes erreurs, comme tu disais, ça t'a ramené à un côté un peu plus scientifique, à un côté un peu plus laborantine, quelque part, à un moment donné. À un moment donné, oui. On est forcé, en fait. L'aromathérapie, quand on l'applique sur la peau, et bien sûr quand on l'ingère encore plus, par voie orale, elle doit être scientifique. Tout doit être établi, tout doit être contrôlé, tout doit être... puisque je disais tout à l'heure, c'est loin d'être une médecine douce. Les huiles essentielles, ce sont des concentrés de plantes. Et ces concentrés de plantes, ils sont hautement dosés. On est loin des fleurs de Bach, on est loin de l'homéopathie. Alors, il y a quand même une résonance énergétique, comme l'homéopathie, comme les fleurs de Bach. On travaille avec le message de la plante. Bien sûr, ça englobe aussi. Mais il y a quand même ces molécules aromatiques qui ont une puissance. Et une puissance qui peut brûler, une puissance qui peut être délétère pour le corps humain, pour la peau et pour les organes. Donc, elle se doit d'être, pour la sécurité, scientifique. Et à ce moment-là, ça t'a donné envie d'encore plus approfondir cette connaissance un peu scientifique, entre guillemets, pour mieux t'en servir. Et complètement, et je crois qu'en fait c'est le travail d'une vie, c'est jamais fini. Je continue encore à l'heure d'aujourd'hui à me former, pour avoir en fait cette rigueur scientifique qui m'apporte la sécurité, mais j'aime aussi amener une touche de magie avec le côté énergétique et vibratoire de l'odeur. Cette rigueur scientifique au départ, je dirais même qu'elle m'a enfermée. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas ma place. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, même si j'ai fait des études scientifiques, je ne peux pas prescrire d'huile essentielle. Et je ne suis pas d'ailleurs aromathérapeute. Seul un médecin peut être aromathérapeute. En fait, moi je fais du conseil
en huile essentielle et je suis aroma olfactothérapeute. Et c'est toute la différence. D'accord. L'olfactothérapie, on va travailler sur les odeurs uniquement. On va travailler sur la vibration de l'odeur. Une odeur, c'est une vibration, c'est comme une note de musique. Elle se mesure en hertz, comme les notes de musique. Lorsqu'on sent une odeur, elle va venir au niveau du cerveau, au niveau de l'amygdale et du thalamus, hypothalamus et thalamus. Et cette odeur va venir créer une fréquence et créer une réaction biochimique sur le corps avec des influx nerveux. Mais cette odeur, elle va venir par sa fréquence aussi créer sur le corps des sensations, des ressentis sur certains organes, sur certaines zones du corps. En médecine traditionnelle chinoise ou en Ayurveda, on va parler de chakra, on va parler de nadi. Et cette vibration, elle va venir aussi interférer avec ces différents chakras, ces différents nadis. Et cette odeur, en fait, de par ce côté vibratoire et de par son message aussi énergétique sur ces différentes zones énergétiques du corps humain, va venir libérer des blocages. Et en fait, ce mix de cette partie énergétique, de cette partie vibratoire et de cette partie scientifique, j'aime mélanger la magie de l'odeur avec la rigueur scientifique. C'est un peu ce que je disais il y a quelques jours en story, c'est la clé, c'est d'acquérir du savoir et de s'en détacher. Venir mettre du soi là-dedans et laisser, comme tu dis, libre cours à la magie. Et c'est aujourd'hui, tu sais bien le faire. On va faire un petit temps off dans ton interview. Là, je viens justement de vivre pour la première fois une séance d'olfactothérapie, il y a 1 heure à peine, qui a été puissante, bouleversante. Je savais, je connais un petit peu les huiles essentielles, j'en utilise. Je savais que ça avait un pouvoir sur des plans plus subtils, plus inconscients. Mais ce que j'ai vécu là, je ne pensais pas du tout le vivre. J'avais besoin de travailler sur la notion de liberté, d'enfermement notamment. Et il y a des choses qui se sont libérées. Je pense qu'il y a des choses qui se libéreront encore dans les jours à venir et les semaines à venir. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est puissant puisque ça vient sur un niveau où la parole ne suffit pas. On a beau parler de certaines choses, on a beau faire des thérapies, on a beau verbaliser des traumas ou des épreuves. Au bout d'un moment, en fait, on sent qu'on stagne et qu'on a besoin d'aller sur plus le corps, l'énergétique, le subtil, l'inconscient. Et là, j'ai bien ressenti qu'il y avait quelque chose qui se passait à un niveau supérieur que la parole. Donc c'est vraiment incroyable. Et puis la manière dont tu amènes la séance, c'est une expérience extraordinaire en tout cas. Pour moi, voilà, je ne sais plus où on en était, mais je pense qu'on a besoin vraiment de travailler tous les corps quelque part pour bien libérer des traumas. Oui, cette libération du trauma, tu le disais très justement, et merci pour ton retour. Tu le disais très justement, on peut avoir fait le travail mental sur cette libération en fait traumatique, mais si elle ne passe pas par le corps, les corps, j'ai envie de dire, on s'en libère pas complètement. Et en fait, c'est un travail que l'on fait en état modifié de conscience, en fait. Et ainsi, on ouvre le champ des possibilités et pour venir travailler avec les différents corps que l'on peut avoir. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de médecine douce. Est-ce que c'est un mot que tu as eu du mal à appréhender, à t'approprier, le terme médecine ? Complètement. En fait, quand j'ai commencé, j'ai mis longtemps déjà à me dire thérapeute. Et à chaque fois que je disais, voilà, je veux ouvrir un cabinet, j'ai envie, je sais que j'ai beaucoup de choses à apporter aux autres par les huiles essentielles pour accéder à un bien-être, tout simplement. Loin de moi, l'idée de guérir. Et en fait, à chaque fois, j'avais des portes qui se fermaient. Non, tu n'as pas le droit. Non, tu ne peux pas dire que telle huile essentielle va
être apaisante, va être calmante, va être anti-inflammatoire. Non, tu n'as pas le droit. Si tu travailles uniquement l'aromathérapie, la limite est trop fine avec la médecine et tu risques d'être attaqué pour exercice illégal de la médecine. Donc, je sais que j'ai quelque chose à apporter, je sais que je peux apporter du bien-être, apporter une libération émotionnelle, apporter un relâchement, libérer des tensions, des douleurs. Oui, mais comment ? Et en fait, il a fallu que je travaille, et c'est là, lâcher les protocoles, je travaille sur moi en disant comment je vais l'amener. C'est difficile, et même encore aujourd'hui, en fait, quand j'écris des articles, tout doit être réfléchi, chaque mot, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'allégation derrière, de façon à ce que, voilà, je puisse pas déjà émettre un doute chez quelqu'un. Non, je ne suis pas médecin, non, je ne guéris pas, non, je ne prescris pas. Je suis là pour venir accompagner et pour vous donner donner des recettes, des clés pour améliorer le quotidien. Mais ça bride beaucoup ta communication du coup, puisque tu es tout le temps amené à réfléchir et ça vient brider ta créativité, pas ta créativité mais ta spontanéité pour communiquer. Oui, complètement. On peut pas aujourd'hui, on peut pas faire autrement. Et oui. Et ça vient aussi titiller ce sentiment d'illégitimité qu'on traverse toutes, des degrés différents selon où on en est dans l'entrepreneuriat et selon les périodes de notre vie aussi. Tu me dirais que le fait d'être bridé par le conventionnel, ça vient le renforcer ou pas ? Au départ, oui, mais maintenant c'est beaucoup plus fluide en fait. J'ai trouvé ma place tout simplement, et j'ai trouvé la place en fait. Je suis en aucun cas en opposition avec l'allopathie et avec le conventionnel. En fait, je travaille beaucoup maintenant dans ma pratique les soins de support avec notamment des personnes atteintes de cancer. Je suis très investie sur des associations qui sont en aide aux personnes atteintes de cancer. Et en fait, avec même des médecins, on travaille en collaboration et l'un n'empêche pas l'autre. Tout le monde a sa place. Et bien sûr, en fait, l'un n'est pas contre l'autre, l'un va avec l'autre. Et c'est en fait en étant dans une harmonie et une collaboration qu'on fait avancer les choses. Et en revenant à soi, et tu l'as dit très justement, c'est parce que j'ai trouvé ma place qu'aujourd'hui il n'y a plus ce combat en fait avec l'allopathie et la médecine conventionnelle. Au contraire. Au contraire. Ouais. Et ça nous pousse finalement à arrêter de voir certains éléments extérieurs comme des freins, mais au contraire, ça va nous permettre de nous rapprocher de nous-mêmes et de faire d'autant plus une activité qui nous ressemble. Et c'est ce que ça t'a amené à faire. Visiblement. Complètement. Complètement. Je n'ai pas réussi à établir à faire ce que j'avais appris, soit simplement le conseil en aromathérapie ou soit les soins en olfactothérapie, mais ça m'a pris un peu de temps, mais il a fallu que je mixe les deux pour faire ce que je fais aujourd'hui et être qui je suis. Et trouver ma place. Et d'ailleurs, qui es-tu en termes professionnels ? Comment te définirais-tu ? Qu'est-ce qui ferait... C'est dur comme question, hein. Qu'est-ce qui ferait... J'aime bien cette notion, tu sais, de la singularité. Qu'est-ce qui te différencierait des autres ? C'est dur comme question, oui. Mais c'est pas la question piège. En fait, je crois que je suis là comme une étincelle qui va faire justement revenir chaque personne à soi, à son intériorité. Ce qui, je trouve, fait vraiment ta marque, c'est que tu prends chaque personne... J'ai l'impression que même avant même le soin, tu les ressens déjà. Ce qui t'amène du coup à personnaliser les huiles que tu vas proposer à sentir, qui va personnaliser ton soin tout au long. J'ai l'impression qu'il y a cette intuition et cette sensibilité qui fait que tu arrives à connecter aussi avec la personne et ça t'aide dans ta pratique. Qu'est-ce qui fait ma singularité ? C'est peut-être que chaque
il n'y a pas de séance type. Ouais. Il n'y a pas de... Je ne sais jamais, en fait, où je vais. Il y a une structure dans mes séances, effectivement. Je sais quelle huile essentielle je vais choisir pour chaque personne. Quelquefois, d'ailleurs, je commence une séance et puis j'imagine que je vais aller vers une sorte de séance. Et puis finalement, non, tout est déconstruit au fur et à mesure de la séance et puis je repars sur ailleurs parce qu'en fait, parce qu'il y avait quelque chose à déconstruire pour reconstruire ailleurs. Comme avec moi tout à l'heure. Comme avec toi tout à l'heure. où tu as choisi l'inverse des huiles qui étaient prévues, presque. Voilà, en fait, j'ai commencé la séance en me disant, tiens, c'est étonnant, je commence par la fin. Ah, pourquoi ? Et en fait, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans ces séances-là, c'est que l'instant est là et en fait, tout ce qu'on doit vivre sera vécu dans cet instant-là. Si on recommençait la séance maintenant, elle serait complètement différente. Parce que ce qui va se passer dans la séance, en fait, c'est un triptyque, la séance. Il y a toi, il y a moi et il y a l'odeur. Et en fait, j'aime beaucoup les triptyques, moi. Puisqu'en fait, 1 + 1 = 3. Les triptyques, c'est la synergie aussi. Souvent, quand je propose des synergies d'huile essentielle, tu remarqueras, il y a souvent 3 huiles essentielles. J'ai beaucoup de mal à faire des synergies à 2. C'est vrai. C'est souvent des synergies à 3. Et en fait, ce triptyque permet vraiment de créer une autre dimension. Tu arrives avec ton intention, avec ce que tu as, avec ce que tu portes. Et l'odeur va révéler des choses. Moi, je vais être là pour amener l'odeur. Moi, je fais le lien, en fait. Je suis juste presque là en spectatrice pour faire le lien entre... De ce triptyque, il se dégage quelque chose qui va justement se percevoir dans le corps. Et quelque part, parce que je ressens aussi des choses en séance. Toi, tu vas ressentir des choses dans ton corps. Moi, je vais ressentir des choses aussi. Ça va m'amener à aller chercher d'autres odeurs pour venir accompagner, pour venir libérer certains blocages, pour venir ressentir autrement, autre chose, venir prendre un angle de vue différent, un prisme différent. Et ce mélange de tout ça, cette synergie, crée quelque chose de plus grand et crée l'ouverture et la lumière. C'est vraiment ce qui me met en joie. C'est quand ça se passe comme ça, il y a cette magie qui est là et qui est indescriptible. Je dis souvent une séance d'aroma, d'olfacto, le mix des deux, parce que en fait, j'arrive rarement à utiliser soit l'une ou soit l'autre. Alors, quand on me demande une séance type, oui, une séance d'aroma bien-être, où je vais travailler qu'en application, en massage, sur des points précis, pour venir travailler sur des libérations. Je le fais, j'aime bien. Ou une séance d'olfacto, très protocolaire, j'aime aussi, mais il n'y a pas cette grandeur quand je mêle les deux. C'est là où ça fait waouh. Ça implique aussi qu'en face, ce soit des personnes qui soient très réceptives. Est-ce qu'elles le sont toutes ou à des degrés différents ? Alors, les personnes le sont à des degrés différents. En fait, souvent, les personnes qui sont beaucoup dans le mental, vont avoir plus de difficultés à avoir ces ressentis dans le corps. Mais en fait, ça se travaille. On arrive, la première séance, il y a peut-être peu de ressentis, mais on arrive petit à petit à justement venir s'ouvrir à ces ressentis et à libérer le mental. Parce que qui dit mental dit enfermement. Et le mental, c'est ce qui crée le mal-être. Et ça amène à reconnecter à ses émotions, à mettre des mots. Souvent, j'ai même remarqué pendant la séance, c'est pas forcément facile de mettre des mots justes sur une émotion, mais je pense que ça se travaille ça aussi. Complètement. Chaque séance est différente, mais il y a des fois, on ressent des choses, on ne met pas de mots. D'autres fois, on met des mots et on ne sait pas, très ambigu ce que l'on ressent. Et quelquefois, il y a des cris ou il y a des libérations, qui peuvent être puissantes. Sans forcément ni ressenti spécifique sur une zone du corps, ni les mots, mais c'est là, il faut que ça sorte.
Moi, le mot qui me viendrait pour toi, c'est quand même la personnalisation. Et d'ailleurs, ça fait 1 an que je te connais, et ça fait plusieurs années que tu es entrepreneur et ça fait 1 an que je te connais. Et déjà en 1 an, tu as fait du vide, tu as laissé de côté des activités qui te nourrissaient plus, justement parce qu'il n'y avait pas cet aspect personnalisé. Je pense notamment à la vente d'huile essentielle en boutique que tu faisais l'année dernière. Tu l'as laissé de côté parce que tu ne pouvais pas être là vraiment au quotidien pour apporter ce conseil, entendre les besoins des personnes, les diriger vers la bonne huile, etc. Donc tu as préféré la mettre de côté, et c'est pareil dans tes soins, c'est ce que tu recherches à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, la vente d'huile essentielle, la vente pour la vente, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la bonne huile qui va en fait venir t'aider toi, Marjorie. Et on lit souvent, alors dans les livres ou même sur internet, des recettes d'aromathérapie, et peut-être tu as essayé, tu as fait, et en fait tu fais la recette, tu l'appliques et il se passe rien, tu ressens rien, non, c'est pas waouh. Oui, parce qu'il y a la partie, je reviens toujours à ma partie scientifique et ma partie magique. Alors effectivement, il y a des molécules chimiques qui vont amener à une certaine thérapeutique, mais en fait c'est pas si simple que ça. Oui, certaines huiles, certaines molécules, elles vont avoir un impact. Je pense par exemple à l'amande poivrée, que tout le monde connaît. Menthe poivrée, on dit menthe poivrée pour les migraines, c'est top. On l'applique au niveau des tempes et pour les migraines, ça fait du bien. Oui, mais non, pas pour tout le monde. Chez certaines personnes, la menthe poivrée, elle ne va pas avoir cet effet sur les migraines, sur les céphalées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas l'huile qui va correspondre à cette personne-là. Pourquoi la menthe poivrée, elle va avoir une action sur les migraines ? Parce qu'en fait, elle est vasoconstrictrice et qu'elle a un pouvoir, antalgique aussi. Mais si le mal de tête est provoqué par autre chose, par des tensions au niveau cervical, et qu'il n'y a pas de besoin de venir avoir un effet vasoconstricteur, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, une huile essentielle, on ne peut pas la vendre, on ne peut pas l'acheter n'importe où, on ne peut pas la prendre en rayon et la prendre comme ça. Parce qu'on a une chance sur 2 de se planter. Déjà, pour moi, acheter une huile essentielle, il faut la sentir. Ce serait comme acheter un parfum sans le sentir. Parce que selon où ça a été récolté, la période, etc., il va y avoir des subtilités différentes. Alors, parce que, voilà, en fonction du terroir, en fonction, effectivement, il va y avoir elles peuvent être complètement différentes, selon ce qu'on appelle le schémotype de l'huile essentielle. Une même plante peut avoir plusieurs schémotypes en fonction de là où elle a poussé. Et en fonction du schémotype, elle aura des axes thérapeutiques complètement différents. Et en même temps, sur le même schémotype aussi, selon la personnalité de chacun, elle peut avoir un impact ou pas. Il faut que ça matche avec la personne. Et moi, je connais des personnes qui me disent « Oh là là, non, les huiles essentielles, sur moi, ça marche pas. » En fait, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu cette connexion avec la bonne huile. Je vois. Donc, c'est important de choisir une huile, déjà. 1, qu'on la sente. 2, il faut avoir un dialogue. Tu as besoin d'une huile essentielle. Oui, mais pourquoi ? Comment es-tu là en ce moment ? Et en fait, pour moi, une huile essentielle, elle se conseille. Et il faut prendre du temps. C'est pour ça aussi que je n'ouvre pas comme un magasin. Oui, même les conseils qui sont gratuits, mais c'est toujours, on prend un rendez-vous. Je vous donne un quart d'heure de temps pour qu'on puisse échanger, dialoguer. Et puis que je sois sûre que ce soit celle qui est faite pour vous. Et c'est ça qui t'anime. Et c'est ça qui m'anime. La personnalisation, oui. Ah, on est d'accord. Peut-être, pour terminer, tu dirais que tes challenges du moment, ça serait quoi ? Parce que ça fait combien d'années que tu es entrepreneur ? Tu en as vécu pas mal de challenges, j'imagine. Ah oui. Et puis le chemin de l'entrepreneuriat, c'est pas une autoroute, c'est pas une longue ligne droite, non, c'est des chemins avec des virages et des virages et des virages et des choix à faire. On teste, on lâche parce que non, ça nous correspond pas, ou parce que il y a plein de raisons, en fait. On peut faire des choix, ça marche super bien, mais ça nous correspond pas et on lâche, on laisse de côté parce que non.
ou alors des choses qui nous correspondent super bien, mais c'est pas le moment. Et on lâche parce que non, ça prend pas. Il faut peut-être retravailler dessus. Il y a plein de choix à faire. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce parcours de vie. On se crée en fait entrepreneur. Enfin, moi, j'ai pas d'entrepreneurs dans mes proches qui ont pu m'aiguiller, pas su, mais qui ont pu m'aiguiller. Et puis je crois que c'est une vraie introspection, l'entrepreneuriat. On se découvre même des nouveaux talents. Et puis on se découvre aussi des nouveaux freins et des nouvelles peurs. Et en fait, c'est cet équilibre entre les talents et les peurs qui font que qu'on avance. Ça fait maintenant 6 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et mes nouveaux défis, ça va être de personnaliser. Alors toujours, on est toujours là-dedans, la personnalisation et la création, parce que j'aime créer. J'aime créer, mais co-créer en fait. C'est plus que créer, c'est co-créer des parfums qui soignent. Parce qu'on l'a vu, l'odeur est importante, la synergie d'huile essentielle est importante aussi. Et en fait, j'en suis à ce jour à un moment où je co-crée des synergies olfactives que l'on peut diffuser, qui nous apportent en fait du bien-être. Et l'idée, ce serait de développer des synergies d'huile essentielle, j'allais dire d'huile olfactive, nouveau mot. En fait, des parfums qui apportent du bien-être, que l'on puisse parfumer son intérieur, se parfumer, mais qui a un vrai impact sur nos comportements, de par la voie olfactive justement, sur notre état d'être, et qui amène vraiment au bien-être. Tu as utilisé au début le parfum qui soigne. Oui. C'est une expression que tu aurais eu du mal à utiliser il y a quelques années. Ah, complètement. Aujourd'hui, tu l'assumes. Oui, je crois que l'odeur est vraiment à la place, à la première place de mon activité aujourd'hui. Et mon mantra, c'est sentez, vibrez, vivez. Et je crois que pour vivre, il faut être pleinement dans l'être. Et quelque part, sentez ces odeurs, ressentez ces vibrations, vibrez, pour pouvoir vivre qui on est, qui vous êtes. Et ce sentez, vibrez, vivez, oui, ça vient appuyer ce parfum qui soigne, parce que si on n'est pas qui on est dans le mal-être. Ça, c'est une belle note de fin. Si on devait terminer sur la petite minute qui fait du bien, est-ce que tu aurais un livre, une citation, un mantra, une personne inspirante à nous recommander ? Oui, il y en a plein. Alors, celle qui te vient en premier. Est-ce qu'il y a quelque chose dernièrement qui t'a fait énormément de bien ? Ça te touche ? Ouais, ça me touche. Oui, il y a une phrase qui vient et qui revient, et c'est étonnant parce que je ne pensais pas qu'elle reviendrait aussi fortement. Et c'est ce qui vient en fait en fin de soin, et c'est ce que j'essaye d'amener. Et la petite étincelle que je peux amener dans les soins, c'est que la paix est là. La paix est là tout autour de nous, et cette paix, elle est souvent occultée, parce qu'on est très fort pour se mettre des tas de barrières, des tas de fermetures. Et en fait, il suffit, c'est tellement... il suffit d'ouvrir les barrières, il suffit d'ouvrir la porte, il suffit d'enlever les voiles. Mais c'est tellement compliqué, il suffit d'eux. En ouvrant vers cette lumière, la paix est là tout autour de nous. Je te remercie. Et ce mot, cette phrase, la paix est là, c'est Gilles Fournil qui me l'a dit, et qui était mon accompagnant, mon formateur en olfactothérapie. Dans mon accompagnement, je ne fais que quelque part retranscrire ce que j'ai vécu aussi. Je crois qu'on parle très bien de ce que l'on connaît très bien. Et justement,
le travail sur les émotions, ses voiles à lever, le travail sur les traumas, le travail sur des douleurs, tout ça c'est aussi tout ce que j'ai vécu et voilà. Et quand petit à petit on lève les voiles, la paix est là. Merci. J'ai des frissons. Merci pour tes mots, merci pour tes émotions aussi que tu te permets de laisser aller. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver en soins et pour échanger avec toi? Où est-ce qu'on peut me retrouver en présentiel ici sur Venelle, à l'Essentiel, où je pratique mes soins, où vous retrouvez mes produits. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux aussi et sur mon site internet capimae.com et les liens pour prendre rendez-vous pour que ce soit en présentiel ou même en distanciel aussi. Parce que on peut très bien faire des soins à distance également, via Skype ou via Gmeet. C'est complètement faisable. D'accord, super. Merci beaucoup Karine. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de participer à ton podcast. Je me retrouve souvent dans ce que tu dis, ce que tu partages. Merci de ta confiance. Merci à toi. Je vous remercie de votre écoute. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond. Je ne savais pas qu'il y en aurait autant. Je m'en suis aperçue au montage. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à le partager sur les réseaux sociaux ou à en parler à quelqu'un qui en aurait besoin. Je vous dis à très vite.